Bonjour Amaury de la Serre. Bonjour. Bonjour Jean-Manuel Cupiec. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter vos sociétés. Ce qui nous réunit aujourd'hui pendant une demi-heure, c'est les aidants, leur statut, les services qu'on peut apporter à ceux qui s'occupent justement des personnes en difficulté. Alors, Amaury, présentez-nous rapidement Prevencare, l'entreprise que vous dirigez. Alors, Prevencare est un pionnier en matière de care management à destination des salariés aidants. Le care management, concrètement, c'est quoi? Lorsque vous savez que dans les entreprises, 20% des salariés sont aidants d'un proche fragilisé par l'âge, la maladie ou l'handicap, avec une croissance exponentielle, puisqu'on estime qu'à horizon 2030, ils seront 25%. Lorsque ces salariés font face à la perte d'autonomie d'un proche, ils sont, je dirais, confrontés à un écosystème médico-social relativement complexe, des acteurs qu'ils connaissent mal, un parcours qui peut être difficile et qui va considérablement impacter, je dirais, leur santé au travail, leur bien-être, puisqu'aujourd'hui, 90% des salariés aidants évoquent stress, anxiété, fatigue, et 40% d'entre eux, on estime, sont en dépression. Donc c'est un véritable enjeu, non seulement pour évidemment l'entreprise, qui a vocation à conserver ses salariés, les fidéliser et faire en sorte qu'ils soient dans un environnement de travail correct, et puis bien sûr pour le salarié aidant lui-même. Alors concrètement, Prevencare fournit un service à destination des entreprises où chaque salarié a la possibilité gratuitement de contacter un care manager, qui est une personne dédiée, comme un assistant personnel, qui va l'accompagner tout au long de son parcours, c'est-à-dire faire l'évaluation multidimensionnelle des besoins, le conseiller, l'orienter, trouver des prestataires, mettre en place les aides financières, traiter avec lui les tâches administratives et mettre en place concrètement la solution à domicile ou en établissement qu'il va accompagner pendant un mois, justement, pour s'assurer que la prise en charge, je dirais, soit concrète. Merci pour cette courte présentation. Vous avez en quelque sorte amorcé aussi toutes les questions que je vais vous poser. Jean-Manuel Cupiec, l'OCIRP. Alors l'OCIRP, c'est une union d'institutions de prévoyance. Donc c'est un assureur à but non lucratif, à gestion paritaire. Paritaire, ça veut dire non pas un homme, une femme, mais des employeurs et des salariés. Et nous gérons à peu près 3 millions d'entreprises et 6 millions de salariés à travers des contrats collectifs. Et notre rôle aujourd'hui, depuis quelques années, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est l'autonomie bien sûr des personnes âgées, mais c'est aussi l'autonomie des aidants. Et nous avons principalement un gros travail sur les aidants qu'on appelle maintenant des proches aidants. Les proches aidants, c'est le terme aujourd'hui de l'article 51 du Code des familles, pour expliquer que la société, elle vieillit. On n'est pas dans une transition démographique, on est dans un choc démographique. Et comme le dit Amaury, il y a 20% des salariés qui seront aidants, je dirais, en 2030, c'est-à-dire 1 sur 4, c'est énorme. Alors, c'est quoi un aidant? Est-ce que c'est un singulier? Est-ce que c'est un pluriel? Est-ce qu'il s'agit d'aidant avec un S? Est-ce que c'est un masculin? Est-ce que c'est un féminin? Ou est-ce que c'est un non-genré? Alors, un aidant, c'est tout ça en même temps. La première chose qu'il faut voir, c'est être aidant, c'est s'occuper de personnes en situation de handicap, mais aussi de personnes âgées et de maladies chroniques. C'est quelque chose de transverse dans la société. Donc là, dans la Silver Economy, on est sur les personnes âgées. Il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, on a publié un ouvrage qui s'appelle Dessine-moi un aidant. Vous pouvez l'avoir sur le stand de CIRP. Et là, je suis vraiment en colère contre l'imprimeur, parce que ce n'est pas un aidant, c'est des aidants qu'il aurait fallu dire, mais l'imprimeur, il n'avait pas compris. D'ailleurs, le titre « Dessine-moi un aidant », ça fait penser à Saint-Exupéry, hein, n'est-ce pas? Un petit peu. Un peu, oui. Alors, la cause des aidants, elle avance vraiment, ou est-ce que Saint-Exupéry se transformerait en Saint-Exaspéré? Alors, ça avance lentement.
Il faut savoir que la loi ASV date de 2015 et cette loi, elle a été faite où on a fait apparaître la notion d'aidant à travers la notion d'aider. Et qu'aujourd'hui, on est en 2023, cette notion, elle a pris corps d'une certaine façon, mais ce n'est pas suffisant dans la société. On est dans du temps long, c'est-à-dire que la mutation de la société, elle est longue sur ça. Ce n'est pas un problème de professionnels, c'est le problème de toute la société, des familles, des salariés, bien sûr, des personnes âgées et bien sûr des seniors d'une certaine façon. On est dans une société de la longévité, c'est-à-dire que le temps se recule d'une certaine façon. Vous voyez bien d'une certaine façon que là aussi, nous avons eu ça à travers la réforme des retraites, mais qui est un autre sujet. Alors on va faire un focus sur les aidants salariés en particulier. Amaury, en quoi les entreprises ont-elles intérêt à prendre en considération le rôle des aidants dans l'entreprise et quels services vous pouvez apporter à la fois aux entreprises et aux acteurs de l'aidance? Alors, pour reboucler avec votre question initiale, il y a une prise de conscience qui est certes progressive, mais qui est en accélération au sein des entreprises concernant la situation particulière des aidants. D'abord par leur nombre, comme l'indiquait Jean-Manuel, 20% quand même des salariés français, 25% effectivement en 2030, sous le coup du vieillissement de la population d'une part, et d'autre part de l'explosion des familles monoparentales. J'ajoute que quand on parle effectivement des aidants, on parle souvent des personnes âgées. Mais comme l'a indiqué Jean-Manuel, c'est aussi des personnes en situation de handicap ou des personnes effectivement qui font face à des pathologies lourdes. Pour donner un exemple, on a tout le temps l'impression que les aidants vont être des gens qui vont avoir 50, 55 ans, 60 ans. On sait aujourd'hui, grâce à l'OCIRP notamment, que l'âge d'entrée dans l'aidance, c'est 36 ans. C'est extrêmement jeune, oui. C'est très jeune. Donc en fait, effectivement, ça concerne de plus en plus de salariés. Or, dans une situation où toutes les études le montrent, l'accompagnement social est aujourd'hui, notamment sur les primo-entrants sur le marché du travail, une des notions qui est les plus recherchées au sein des entreprises. Il est du devoir de l'entreprise, non seulement pour des questions bien entendu de productivité, de compétitivité, de conserver ses salariés, de les fidéliser, de les accompagner et de les mettre, je dirais, dans une dimension de travail qui soit propice justement à la réalisation de leurs tâches. Et éviter effectivement des situations d'absentéisme. On sait par exemple qu'un aidant en moyenne va avoir 16 jours d'absence de plus qu'un salarié normal, et également libérer la parole. Parce que d'abord, les aidants ne se considèrent pas forcément comme des aidants, parce qu'il y a des solidarités familiales bien comprises, et ont parfois peur de se déclarer auprès de leur management ou de leur hiérarchie, de peur, je dirais, de mettre un peu sur le carreau compte tenu de la charge mentale que cela représente. Donc il est vraiment dans l'intérêt de l'entreprise de pouvoir mettre en place des dispositifs permettant d'accompagner et de soulager le salarié en situation d'aidance. Jean-Manuel, lorsque on se déclare salarié aidant, est-ce qu'on ne se fragilise pas? Est-ce que finalement le salarié aidant peut, plutôt qu'être, j'allais dire, une charge pour l'entreprise, parce qu'il faut aménager, il faut de la souplesse, etc., est-ce que ça peut aussi être une chance? Alors là, il y a deux réponses. Se déclarer aujourd'hui être salarié aidant, il y en a en gros 25% qui se déclarent dans l'entreprise. Parce que, pour différentes raisons. Parce que c'est mon job, j'en ai peur. J'ai peur de me faire virer à 44%. Et puis, l'autre aspect, c'est le déni d'être aidant. C'est-à-dire, je suis aidant, mais je ne sais pas que je suis aidant. C'est quand même aussi un paradoxe. C'est un déni, mais aussi un tabou. Donc ça, c'est le côté des salariés, des proches aidants. Du côté de l'entreprise, elle se dit, mais l'aidant, d'une certaine façon, ce proche aidant, il a des compétences. Il a des compétences managériales, il a des compétences d'empathie, il a des compétences d'organisation. Et les entreprises se disent, mais être aidant, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait mettre en avant. Alors, il y a eu un certain nombre de choses, dont la VAE, vous savez, la validation des acquis de l'expérience, en disant, écoutez, un aidant peut-être devenir un professionnel. Moi, j'y crois pas trop parce que c'est un saut
relativement important dans l'aidance professionnelle, alors qu'être aidant, c'est être non professionnel. Être aidant, c'est de l'affectif, c'est du présentiel. C'est ça le rôle de l'aidant. C'est pas autre chose, c'est pas de faire à la place de l'aidant professionnel. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose, moi je pense qu'il n'existe pas aujourd'hui et qui pourrait être une solution, c'est d'avoir un référent aidant dans l'entreprise. Vous savez que vous avez des référents aidants dans l'entreprise à partir de 250 salariés référents handicap. Eh bien, pourquoi ne faisons-nous pas un référent aidant qui serait un bon moyen entre la direction, les DRH et les collègues pour dire ben, « moi je sais ce que c'est et je suis ton référent ». Amaury, concrètement, quand une entreprise vous consulte, comment procédez-vous pour trouver des solutions personnalisées, puisque c'est ça, Prevencare? Ce qui est important, c'est au-delà, je dirais, de la dimension macroéconomique sur les aidants, c'est concrètement à quoi fait face un aidant. Lorsqu'un salarié fait face à la perte d'autonomie d'un proche, encore une fois, que ce soit maladie, handicap, grand âge, c'est souvent, d'abord, le premier stress, c'est que c'est souvent une situation d'urgence. Typiquement, sur par exemple des personnes âgées, ça va être, la situation va se déclarer, par exemple, lors d'une chute dans une salle de bain qui va entraîner une hospitalisation, et l'aidant est très vite confronté à l'organisation du retour à domicile. Premier stress, donc urgence. Deuxième stade, deuxième stress, l'aidant va faire face à l'écosystème médico-social. On a la chance dans notre pays d'avoir quantité de réponses sur les territoires. Le problème, c'est que tout est organisé un peu en silo. Donc lorsque vous faites par exemple face à la perte d'autonomie d'un proche âgé, vous allez avoir un contact avec les services départementaux, avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, avec l'assurance maladie pour la prise en charge des soins, avec éventuellement votre CCAS, donc de votre commune, pour des soins de confort, avec votre mutuelle qui va effectivement peut-être vous proposer un certain nombre de services, et tout ça, je dirais, tout en organisant le financement. Deuxième stress. Vous avez peut-être oublié, non, dans la liste? Vous n'en avez pas oublié? Eh bien, écoutez, c'est déjà pas mal, mais il y en a toujours d'autres. Troisième stress, la mise en œuvre concrète de l'organisation, par exemple à domicile. Les aidants ne connaissent pas les prestataires, ils ne savent pas véritablement qu'est-ce qu'une auxiliaire de vie, par exemple, peut faire ou doit faire. Ils ne savent pas quels sont les circuits de financement, ils ne savent pas comment effectivement solliciter, par exemple, une infirmière qui va faire un passage à domicile, quelle est la prise en charge, quel est le type de transport, etc., etc. Donc face à ça, ça devient, je dirais, un véritable parcours du combattant. Parce qu'une fois en plus que vous avez trouvé vos prestataires, il va falloir les coordonner à domicile et s'assurer des passages, que tout se passe bien, etc., etc. Donc la solution Prevencare, somme toute, est assez simple. Vous êtes au sein de notre entreprise, vous contactez votre care manager, qui est une personne dédiée, qui va développer avec vous une relation à tutu personnel, qui va véritablement agir comme un assistant personnel pour vous, qui va vous expliquer la situation, qui va vous conseiller, qui va vous orienter, mais qui va aller au-delà de ça. C'est-à-dire que pour vous, le care manager va mettre en place les aides financières, va trouver les prestataires, va les installer effectivement à domicile, toujours évidemment avec le concours de l'aidant et de l'aider, bien entendu, et pendant 1 mois, va suivre la mission pour s'assurer que tout fonctionne bien. Parce qu'on sait qu'une mission qui est bien pensée en amont et qui est suivie le premier mois est en général une mission qui va être pérenne. Enfin, cet aidant, dès lors que la situation de son proche évolue dans le temps, il aura toujours la possibilité de revenir vers son care manager pour adapter la situation et la faire évoluer si, par exemple, il y a besoin d'un placement, par exemple, en institution ou renforcer des services, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un assistant personnel qui, au-delà du conseil et de l'information, va fonctionner vraiment comme un assistant qui va tout faire pour vous dégager du temps, vous déléguer un certain nombre de missions et vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, à savoir l'aide affective à votre proche. Voilà un peu le principe. En fait, vous travaillez dans le même sens tous les deux, puisque Jean-Manuel parlait d'un référent dans l'entreprise, un référent aidant, et vous, un care manager, donc un assistant. Donc, en fait, vous êtes fait pour... Absolument. Je voudrais juste dire, sur ce point-là, le care manager n'a pas vocation à recréer un Xème silo. Hein. Donc, le principe de Prevencare et de ces care managers, c'est aussi de s'insérer dans l'écosystème de réponses servicielles proposées soit par l'entreprise, soit par la mutuelle, soit par la branche. Donc, par exemple, je vous prends un exemple, nous travaillons par exemple pour Sanofi, 20 000 collaborateurs en France. En 2023, on va réaliser 1000 interventions.
d'accord, auprès des salariés, effectivement, de Sanofi. Mais nous poussons également les solutions qui existent à l'intérieur du programme d'action sociale de Sanofi et qui existent également par le biais, par exemple, de Malakoff Humanis, en termes de réponse d'action sociale. Donc le rôle du care manager, c'est aussi de décloisonner un certain nombre de dispositifs et donc de pousser, par exemple, des dispositifs de l'OCIRP, bien entendu, de la branche, de la mutuelle, de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, etc., etc. Jean-Manuel ? Oui, effectivement, quand on parle de référent en entreprise, ça n'existe pas encore. C'est un souhait. Aujourd'hui, l'entreprise, elle voit et elle ne veut pas voir. Et c'est bien le paradoxe. C'est-à-dire que c'est bien le paradoxe. Les DRH sont un peu démunis face à ça. Ils ont compris que le sujet était devant eux, mais ce qu'ils veulent, ils se disent oui, mais c'est un sujet en même temps privé. Il y a, vous savez, ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, et l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et le DRH, aujourd'hui, il a besoin de moyens pour dire, eh bien, comment je vais aider une personne sans rentrer dans sa vie privée. Et ça, c'est quand même un problème de fond. Le deuxième, c'est que le salarié lui-même se dit, mais ça regarde que moi. Et alors, comment je fais avec ces deux visions qui sont antagoniques et qui ne fonctionnent pas? Et donc, il va falloir, la seule solution, et c'est là où il y a un défaut, il faut de l'information. Il n'y a pas suffisamment d'informations vis-à-vis des RH, des managers, des salariés. Et globalement, plus il y aura d'informations, plus le sujet-là va rentrer dans la société. Aujourd'hui, vous savez, dans beaucoup d'éléments, quand on voit des nouvelles politiques, on commence par de l'information et de la formation. C'est ça qui manque fondamentalement aujourd'hui dans notre société. Juste un petit point sur la confidentialité, parce que ça, c'est un point effectivement très important. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les aidants ne déclarent pas en entreprise, et même auprès, par exemple, de leur service d'assistante sociale, dès lors qu'il y en a effectivement présent dans l'entreprise. Bien entendu, Prevencare assure une confidentialité totale des échanges entre le salarié et ses care managers. Il est important pour l'entreprise d'avoir un certain nombre de métriques sur la gestion de Prevencare pour sa population aidant, mais tout est totalement anonymisé parce qu'il faut conserver impérativement cette confidentialité d'une situation qui, comme le disait Jean-Manuel, est d'ordre privé. Alors tout cela a un coût. Il y a les coûts que l'on voit, puis il y a ceux que l'on ne voit pas. Alors quand je parle de coûts, TS, bien sûr. Donc Jean-Manuel, comment les partenaires sociaux voient-ils les coûts dans l'entreprise, ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas? Alors, c'est le vrai sujet. Aujourd'hui, si on veut que les entreprises se saisissent de ce dossier, c'est-à-dire, est-ce que j'ai intérêt à aider mon salarié ou pas? Eh bien, globalement, la réponse est, vous avez intérêt à l'aider parce que ça vous coûtera moins cher. Et quand on parle de coûts, ce sont des coûts cachés. C'est-à-dire, c'est de l'absentéisme, oui, mais aussi le présentéisme. Alors vous dites pourquoi le présentéisme? Et parce qu'il y a un coefficient multiplicateur entre l'absentéisme et le présentéisme qui fait que le salarié, quand il revient dans son entreprise, il n'est toujours pas là. Puis après, on a d'autres phénomènes d'organisation, de productivité, et tout ça, si vous voulez, accoler les uns aux autres, tous ces éléments fait qu'on a un coût caché et qu'aujourd'hui, on travaille sur ce sujet-là. Et ça, à mon avis, c'est fondamental pour faire prendre conscience aux directions générales et aux ressources humaines qu'effectivement s'en occuper, eh bien, c'est une bonne solution. Sachant que, grosso modo, il y a des études aujourd'hui anglaises qui montrent que la non prise en charge d'un salarié en situation d'aidance coûte 6 000 € par aidant par an. Voilà. Alors, avant de nous quitter, il y a un prochain rendez-vous le 6 octobre, rendez-vous important, où vous serez tous les deux. Alors, vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, le 6 octobre, c'est la JNA, vous savez, Journée nationale des aidants. Et je vous invite tous à venir à la Maison de la Radio pour dévoiler les résultats de ce baromètre CIRP lors de la Journée nationale des aidants, le matin à la Maison de la Radio, le 16h l'après-midi. Alors, moi, je ne peux qu'appuyer effectivement la recommandation de Jean-Manuel, parce que c'est effectivement un événement, comme vous le savez, qui est national, qui a vocation à faire prendre conscience d'un certain nombre de paradigmes liés aux aidants à la population française. Et effectivement, le CIRP sort un excellent baromètre chaque année, qui malheureusement a des chiffres qui s'alourdissent année après année.
Donc on verra ce que l'édition 2023-2024 nous réserve. Mais effectivement, c'est un temps fort, notamment au sein de la Maison de la Radio, avec un très grand nombre d'intervenants, que ce soit des partenaires sociaux, des professionnels, des journées mutuelles, etc., qui effectivement réfléchissent et infusent sur les solutions d'avenir pour pouvoir apporter, je dirais, un soutien concret et efficace aux aidants, tout en évidemment respectant les engagements et les objectifs des entreprises. Et pour ceux qui ne pourront pas venir à Radio France? Et ceux qui ne pourront pas venir, ce sera en distanciel avec un lien sur la Maison de la Radio. Je remercie Amaury parce que vous voyez, c'est lui qui fait ma pub. Et donc, c'est beaucoup mieux quand c'est un tiers qui le fait que soi-même. Donc rendez-vous le 6 octobre. Merci monsieur. Merci à tous. Merci à vous.